Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans deux documents assez éclairants sur un sujet crucial pour toute démocratie, l'intégrité des élections. Oui, On a d'un côté un guide pratique pour prévenir la fraude. C'est pour une élection future, hein, datée du 12 octobre 2025. c'est ça. Et de l'autre, un compte-rendu des allégations de fraude lors de la présidentielle de 2018 au Cameroun. Exactement. Et notre objectif ici, c'est vraiment d'explorer à travers ces deux sources, bon, les mécanismes de fraude qui sont présumés ou dénoncés, et puis les stratégies de vigilance qu'on propose en face. D'accord. L'idée, c'est de comprendre les points de tension, les inquiétudes qu'on trouve dans ces textes, sans prendre parti bien sûr, mais en rapportant fidèlement voilà, ce qu'ils disent. Alors, commençons cette analyse. Parfait. Alors, le premier document, ce guide pour 2025, c'est, on peut dire, un vrai manuel de vigilance, hein, pour les mandataires, les électeurs aussi. Mhm. Il insiste sur des actions très concrètes. Arriver avant 6 heures du mat pour éviter le bourrage d'urnes, vérifier l'identité des membres du bureau, surtout le mandataire du parti R. Ah oui, le fameux parti R. Oui, et surveiller l'aménagement, la procédure. C'est très directif quand même. Pourquoi insister là-dessus? Bah, en fait, chaque conseil y cible une technique de fraude potentielle qui est explicitement ou implicitement crainte. Arriver tauve, bah, c'est clairement contre le bourrage d'urne avant même l'ouverture, quoi. Logique. La vérification d'identité, c'est pour l'infiltration, les faux représentants. On sent une méfiance palpable, surtout envers ce représentant du parti R, qui est décrit comme suspect, comme un voleur, c'est écrit noir sur blanc. Carrément. Oui, et le guide parle même de mercenaires du R, soupçonnés de faire du vote multiple. D'où l'idée de bien vérifier l'encre sur le pouce, ce genre de choses. C'est vraiment une panoplie de parades. C'est fou cette précision quand même. Et il y a aussi cette histoire d'isoloir et du sac à rébus. Une sorte de poubelle juste à l'entrée de l'isoloir, c'est ça? Oui, le sac à rébus. Alors ça, c'est une technique décrite pour contrer, disons, une corruption présumée des électeurs. L'idée, selon le guide, hein, ce serait que certains électeurs doivent prouver pour qui ils ont voté. Comment ça? Ben, en sortant de l'isoloir, avec les bulletins des autres candidats, comme preuve. Le sac à rébus permettrait alors de jeter discrètement ces preuves juste avant de sortir. D'accord, je vois. Et d'ailleurs, le guide attribue cette pratique aux gars du R, explicitement. Il y a aussi un appel fort à rester concentré sur l'urne, même s'il y a des distractions, des bagarres provoquées, ce genre de choses. Pour détourner l'attention. Voilà, et surtout, tout consigné dans les PV, les procès-verbaux. C'est crucial pour d'éventuels recours. C'est une incitation à la résistance face aux intimidations. Ok, c'est très clair pour ce guide de prévention. Alors si on regarde maintenant ce qui s'est dit après l'élection de 2018, à travers le témoignage d'un représentant du MRC. Là, on n'est plus dans le constat après coup, mais ça fait écho au guide, non? Ah oui, tout à fait. Ça résonne beaucoup. Là, on parle d'anomalies qui auraient été constatées sur les PV. Par exemple, des taux de participation jugés complètement irréalistes, Genre? ben, parfois qui dépasseraient 100% dans certains bureaux, ou alors des chiffres sur les PV officiels qui seraient totalement divergents de ceux relevés par les représentants de l'opposition sur place. Ah oui, quand même. L'exemple donné pour le département du NDE est assez frappant. Le PV départemental indiquerait 21% pour le MRC, mais le Conseil constitutionnel, lui, aurait lu 3%. Un écart énorme. Effectivement. Et il n'y a pas que les PV qui sont mentionnés. Non, non. Les allégations de 2018, toujours selon cette source, elles couvrent aussi le bourrage d'urnes avec des vidéos à l'appui apparemment et des transports organisés de jeunes pour voter plusieurs fois. D'accord. On parle aussi d'observateurs du MRC qui auraient été bloqués. Le chiffre de 90% empêchés d'accéder au bureau de vote dans le ND est avancé. Et puis une manipulation présumée des chiffres par Elecam, l'organe électoral. Comment ça? Via un programme Excel dont le fonctionnement est contesté, en tout cas dans le ND. S'ajoute à ça l'usage des moyens de l'État par le parti au pouvoir, le RDPC, un climat de peur dans certaines régions, Oui. et l'impact d'un recensement démographique qui date de 2005, jugé obsolète, et qui faciliterait l'inscription d'électeurs fictifs, notamment dans des zones moins peuplées. Et pour finir sur 2018, la source mentionne aussi le rejet de tous les recours du MRC par le Conseil constitutionnel, un conseil qui est jugé partial par l'opposition, évidemment. L'audience, qui était télévisée, est même qualifiée de mascarade procédurale. C'est ça. C'est un tableau assez lourd qui est dépeint. Donc, si on essaie de synthétiser un peu en mettant les deux documents côte à côte, Oui, qu'est-ce qui ressort?
Ben, on voit clairement des thèmes récurrents, hein. Une méfiance très très profonde, une focalisation quasi obsessionnelle sur les PV, les urnes, le rôle des observateurs, des représentants des partis. La surveillance physique, en fait. Exactement. Et puis, il y a ces accusations qui ciblent très spécifiquement un camp politique. Le parti R dans le guide de 2025 et le RDPC, donc le parti au pouvoir, dans les critiques de 2018. Bon, il semble assez clair qu'il s'agit du même camp désigné différemment. Donc, ces documents, ils nous dessinent une sorte de grammaire de la méfiance électorale où chaque étape du processus est vue comme un risque potentiel. C'est une bonne façon de le formuler, oui. Et il est vraiment essentiel de rappeler, encore une fois, qu'on expose ici le contenu de ces deux sources bien précises. Un guide militant d'un côté et un compte-rendu d'allégations post-électorales par un parti d'opposition de l'autre. D'accord. Ces documents, ils illustrent la complexité, les enjeux autour de la confiance dans le processus électoral, tels que vus par leurs auteurs. Ça souligne juste à quel point des procédures transparentes, vérifiables, sont absolument cruciales pour la légitimité démocratique. Notre rôle ici, c'est de présenter ces perspectives telles qu'elles sont formulées. Compris. En bref, ces deux textes nous offrent un aperçu assez saisissant des défis liés à l'organisation d'élections dans un contexte, disons, de suspicion généralisée. D'un côté, des stratégies de vigilance très détaillées, quasi militaires, pour l'avenir, et de l'autre, un catalogue d'irrégularités présumées du passé. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question un peu plus large qui dépasse les détails techniques qu'on a abordés. Au-delà des procédures électorales elles-mêmes, quels sont les facteurs structurels, sociaux, politiques, institutionnels qui nourrissent cette méfiance tenace ou qui, au contraire, pourraient apaiser les tensions autour de l'équité du jeu démocratique dans un tel environnement? Une question de fond, effectivement. Voilà, peut-être une piste de réflexion à explorer.